Donc là, c'est l'atelier, donc c'est là où je passe 10 heures par jour, 8 heures par jour, des fois plus. Donc là, il y a une vieille œuvre, il y a les œuvres que j'ai jamais exposées parce que pour moi elles étaient loupées ou parce qu'elles sont pas finies ou parce que voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont été exposées mais que j'ai envie de modifier, donc elles sont là. Et puis il y a la dernière en cours. Moi j'ai deux forges à charbon. Donc il y en a une que j'utilise plus, mais avant, quand j'étais centre de formation, je formais des gens. Donc du coup, il me fallait deux forges, des enclumes, un marteau pilon, des étaux, un compresseur, un découpeur plasma, un chalumeau, des postes à souder. Enfin voilà, il faut un nombre incalculable de machines pour arriver à faire ce qu'on veut avec le métal. Moi, je travaille beaucoup au marteau et à l'enclume. Et puis après, pour faire le polissage et tout ça, je suis obligé de passer par des meuleuses parce que si je me tapais tout à la main, voilà. Alors celle-ci s'appelle Insouciante. Alors Insouciante, pourquoi Insouciante? Alors j'ai plusieurs axes de travail. Déjà à l'atelier, j'ai la technique, l'esthétique et le thème abordé. Quand je travaille, c'est comme ça. Donc il faut que la technique que je vais utiliser, c'est toujours plus ou moins la même, mais des fois ça varie un peu, mais il faut qu'elle soit, pour moi, il faut qu'elle soit parfaite, ou en tous les cas que j'atteigne une certaine perfection. Que l'esthétique, il n'y ait pas de défaut, que les proportions soient bonnes, que esthétiquement elle a un mouvement, elle ait une histoire, que voilà, chaque pièce doit avoir quelque chose qui fasse en sorte qu'elle ne soit pas morte, qu'elle raconte quelque chose. Et puis après, le thème abordé, mes thèmes sont toujours un petit peu récurrents, c'est l'égalité des hommes et des femmes, la liberté, et puis la planète, donc la nature, le respect de la nature et tout ça. Et là, j'arrive maintenant dans une phase où je sais pas que je domine la technique, mais disons que j'arrive à faire un peu ce que je veux avec l'inox. L'esthétique, j'arrive à avoir un esthétique qui me convient. C'est-à-dire que là, on peut juste voir une jeune femme qui est en train de se balader, on va dire. Je l'ai appelée insouciante parce que pour moi, les femmes insouciantes sont libres. Et c'est cette liberté que je voulais transmettre par rapport à cette posture. C'est-à-dire que voilà, on peut l'imaginer en train de se balader tranquillement dans les bois ou peu importe, mais elle a une certaine liberté d'aisance déjà, une liberté de se mouvoir, d'être nue si elle veut, habillée si elle veut, mais en tous les cas, il y a une liberté et sous la forme d'une femme. Après, tu as des sculptures qui sont plus techniques. Donc je pense que ça, c'est une œuvre qui sera vendue à un photographe. J'ai toujours dit ça. Mais ça, c'est des mains qui ont été faites vraiment toutes à la forge. Donc au marteau et à l'enclume, on arrive à faire si on a un bon marteau, une bonne enclume, et on arrive à faire des choses assez sympathiques. Et je voulais prouver qu'on pouvait faire des mains, des ongles, des postures avec même un veinage et tout ça. Après, on complète tout ça avec un peu de soudure, un peu de meulage, tout ça, mais au départ, c'est vraiment le travail à la forge qui a fait ça. Et donc ça, c'est une pièce en acier. On peut voir dans la complexité du métal, c'est qu'on arrive à avoir des œuvres comme celle-ci, où là, j'ai poussé à l'extrême, si tu veux, toute la difficulté qu'on peut avoir à travailler au marteau et à l'enclume. C'est-à-dire arriver à faire des choses qui soient, tu vois, comme un visage. Un visage, ça va demander pas énormément de temps de faire un nez, pas énormément de temps de faire une bouche, pas énormément de temps de faire des yeux, mais faire en sorte que le visage soit harmonieux, tu vois, que les yeux soient bien placés au bon endroit, que les pommettes soient suffisamment bombées, que la bouche soit en harmonie avec le reste. Et puis là, imaginez faire un drapé comme ça au marteau, à l'enclume, faire des mains, faire un visage ou une chevelure. Ça demande énormément de temps, mais c'était un défi technique de vouloir faire ça. Et puis celle-ci, donc Minerve, c'est la déesse de l'artisanat et des métiers d'art. Donc c'est un petit peu dans la mythologie grecque
Et Romaine, c'est un petit peu celle qui guide un petit peu les métiers d'art. Et donc voilà, c'est la représentante un petit peu de notre travail. Bonjour les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon atelier, je suis dans l'atelier de Martik. Bonjour Martik. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter? Martik, sculpteur sur métal, sur inox et sur acier, sur cuivre en ce moment aussi, donc mais principalement sur l'inox. Cinquantaine bien tapée, 2 enfants, et je vis de l'art depuis bientôt 9 ans. Et j'ai vécu de l'artisanat pendant plus de 10 ans. Et avant, j'étais dans le monde du salariat. Chronologiquement, tu peux nous expliquer comment t'en es venu là finalement? J'ai pas eu le bac, j'ai pas eu le BTS, pourtant je les ai passés tous les deux. Après, je suis parti à l'étranger. Je suis parti en Angleterre pendant plus d'1 an et demi. Ensuite, je suis parti dans les pays de l'Est, enfin j'ai voyagé. Je suis revenu en France, j'ai été engagé chez les Brioches Pasquier. Enfin, entre-temps, j'avais fait d'autres boulots, mais bon. Et voilà, j'ai travaillé pendant quelques années chez les Brioches Pasquier, où j'ai fini responsable commercial en Espagne. Et puis, on a eu un accident de voiture. Pendant 1 an, j'ai dû m'arrêter. Et pendant cette année où je me suis arrêté, j'ai découvert l'atelier de mon grand-père. Enfin, j'ai pas découvert l'atelier de mon grand-père, mais j'ai découvert que mon grand-père n'était plus là. Et il y avait son enclume, sa forge, et j'ai commencé à faire des choses en ferronnerie. Et est-ce que tu penses que ça serait arrivé si tu n'avais pas eu cet accident? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu te serais intéressé à son univers? C'est la grande question que je me suis posée pendant longtemps. Est-ce que vraiment... Mais je pense que... je me rappelle très bien le jour où j'ai découvert tout ça. Et c'était pas le déclic immédiat. J'ai découvert ça, je dis tiens, je vais essayer et tout ça. Le déclic, c'est quand j'ai créé quelque chose. C'est vraiment où tu prends conscience que tu as pu signer des contrats de millions d'euros avec des boîtes. Donc c'est très bien, c'est valorisant, mais imaginer quelque chose, y penser le soir, penser aux contraintes qu'il va y avoir, passer au-dessus de ces contraintes, élaborer une stratégie pour arriver à faire que le résultat que tu as dans la tête, ça soit le résultat final. Ça t'occupe énormément de temps dans ta façon de penser. Et c'est que du bonheur à ce moment-là. Si tu veux, ce mécanisme créatif est très plaisant. C'est cette envie aussi de contrôler toute la production, enfin tout le processus finalement. Ouais, mais je ne sais pas si c'est un aspect de contrôle, mais moi ce qui est plaisant, c'est le fait que mon esprit mouline uniquement dans un but, si tu veux, qui pétille, qui me met en joie. Si tu veux, ça me fait vraiment du bien de passer du temps uniquement à chercher des solutions, à créer quelque chose. Et j'ai découvert ça. J'ai découvert vraiment un plaisir. C'est comme quand quelqu'un fait du footing et puis il découvre que putain, mais en fait, ça lui donne de l'adrénaline et ça lui fait du bien, quoi. Et moi, j'ai découvert que faire ça, ça me faisait vraiment du bien mentalement. Ça me faisait vraiment, j'avais vraiment un apport sympathique, une espèce de dopamine qui me nourrissait quand j'étais dans cet état-là. Tu te serais vu faire ça avant d'avoir découvert tout cet univers-là? Tu aurais imaginé avoir cette capacité et justement ce plaisir à faire tout ça? C'est compliqué. Alors quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Et je pense que j'étais dans cet état-là, si tu veux, quand j'étais tout gamin. Mais je pense que quand on est artiste. C'est-à-dire qu'on danse avant de marcher, on chante avant de parler, on dessine avant d'écrire. Tu vois, on a ces capacités créatives dès le départ. Et je pense que l'école nous casse un peu les pattes et on devient mouton alors qu'on était créatif au départ, quoi. Et c'est bête. Alors il y en a qui s'adaptent très bien et qui vont adorer leur vie sans être créatifs. Mais en tous les cas, pour moi, ça a été comme un soulagement. Alors après, il n'y aurait pas eu l'accident, il y aurait eu l'accident, je sais pas. Je pense que j'aurais fini par découvrir ce bienfait que la création m'apporte.
par un biais ou par un autre. Mais il était temps, parce que j'avais 30 piges à l'époque quand j'ai découvert ça. Donc à 30 piges, ouais, j'ai découvert que voilà, ça c'était bien pour moi. C'était la première fois en fait où je découvrais quelque chose qui, waouh, t'avais l'impression, tu sais, depuis que t'as 15 ans, on dit oh, alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et les années passent et en fait la vie t'emmène là où elle t'emmène, quoi. Donc bac B, BTS, même si t'as pas le bac, en essayant de faire passer les deux après, machin, bref, ça marche pas. Et puis en fait, moi quand j'étais à Londres, bon, je me suis barré à Londres et je passais énormément de temps dans les musées, surtout au Tate Gallery où il y avait Rodin, où il y avait des sculptures magnifiques, quoi. Et j'ai passé un temps infini à regarder ça. Et à l'époque, je me disais pas que j'allais être artiste. Si tu veux, j'y allais juste parce que je trouvais le lieu comme ta chambre quand t'es adolescent, tu vois. C'est vraiment un lieu où t'es bien. Un lieu où t'es bien, où voilà. Et j'avais l'impression d'être voilà, dans un cocon, dans un espace-temps tu vois, qui était arrêté. Et ça t'envoyait pas un signal? Tu n'avais pas l'impression qu'au fond de toi, tu avais ça? Ou peut-être que tu sentais que tu aurais envie de le faire, mais pas la capacité de le faire? Parce que c'est souvent comme ça aussi chez les artistes. Et ben, à ce moment-là, pas du tout. À ce moment-là, si tu veux, c'était juste un endroit, un espèce de recueil où j'y allais, si tu veux. Je me rappelle, j'allais en vélo. Et je me posais pas de questions, j'y allais juste parce que je me sentais bien d'y aller, quoi. Et puis j'avais toujours un tableau à découvrir, il y avait toujours une exposition soit permanente, soit temporaire qui passait. Donc j'ai découvert Turner, enfin il y avait plein de trucs qui étaient super bien. Et moi j'étais pas artiste, j'avais pas fait l'école d'art, j'avais rien fait si tu veux, mais je me sentais bien dans cet univers. Voilà, c'est tout. Je me sentais bien dans cet univers. Et ça t'a clairement influencé aujourd'hui? Je pense, mais si tu veux, j'avais cet aspect créatif. Ma mère était couturière passé un temps. Et si tu veux, le sac à dos que j'allais à l'école avec, c'est moi qui l'ai fait avec des chutes de jeans de ma mère, quoi. D'accord. Tu vois, j'avais cet aspect créatif. Tu vois, quand j'étais tout gamin, mes pistolets, quand je jouais au cow-boy avec mes copains, mon père avait un garage un peu grand comme ça, où il y avait les deux bagnoles, et puis il y avait l'établi au fond, et où on pouvait travailler. Et moi, mes armes, je les faisais, tu vois, avec soit des branches, soit des bouts de planches, ou des choses comme ça, c'est moi qui les faisais. T'as gardé une trace de tout ça, le cartable non, je crois que ouais, c'est dommage. Mais non, bah, si je retombe dessus, mais je pense qu'avec les déménagements et tout ça, tout ça c'est barré. Ouais. Mais en tous les cas, ouais, il y avait. Mais je pense qu'on est tous créatifs à un moment ou à un autre. Et si on ne l'est pas, je pense que c'est dommage. Mais je dis bien, je dis à tous ceux qui regardent ta chaîne que vraiment essayez. Mais je sais que tu l'as déjà dit dans certaines de tes vidéos. Essayez. Ça vous coûtera pas grand-chose d'essayer, alors que ce soit la peinture, que ce soit n'importe quel système créatif, mais juste essayer. Moi, ça a changé ma vie. Je pense que ça a changé aussi la tienne. Le fait de créer quelque chose, ça comble vraiment notre vie. Moi, ça a vraiment. Je me suis arrêté de penser à plein de choses, j'ai arrêté de douter sur plein de choses, il y a plein d'aspects négatifs de ma vie qui sont évaporés parce que je crée. Et tous les matins, donc je me lève à 6 heures, bon, plus ou moins, vu que j'ai personne pour me dire que je suis en retard ou en avance, mais je me lève aux alentours de 6 heures, voilà, j'ai un rythme, voilà, je fais mon jus, je fais mes exercices, et je viens à l'atelier vers 7h30, et de 7h30 jusqu'à 18h le soir, bon, je m'arrête parce qu'il faut que je fasse à bouffer pour les gamins, mais tu vois, j'ai no stress. Tu vois, tu vas dans un espace, c'est comme quand je suis au musée, c'est-à-dire que tu vas dans un espace de création où tu es là, où tu vas faire, ton esprit ne va faire que ça. Et c'est comme si tu vas dans un truc où tu vas avoir ta dose de dopamine ou ta dose de bien-être. Et ça, c'est génial. Alors, je dis ça, moi, le métier de sculpteur sur métal, sur inox, il y a plein de journées où je sors, pas à quatre pattes, mais je suis fou. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a la contrainte technique du métier, voilà. Tu m'en as déjà un peu parlé, mais c'est assez impressionnant. J'imagine quand même qu'il y aura un aspect de fatigue. Il y a aussi, même pas sans parler du côté de ton activité artistique, le fait de dire je vais être sûr de pouvoir vivre de mon activité, parce qu'on sait qu'une activité d'artiste, en temps de scie, en termes de vente ou autre, que c'est complexe. Tout ça, ça te stresse pas? Alors, ça me stressait au début, bien sûr, mais comme quand j'étais artisan, au début, quand tu te lances dans quelque chose, tu sais pas.
Après, j'ai vite appris que c'est le risque qui payait. Si tu prends jamais de risque, tu prends juste le risque de rester où tu es, quoi, c'est tout. Donc, quand tu es passé du monde de salarié, où je gagnais très bien ma vie, je prenais des avions en première classe toutes les semaines, ou quand tu rentres dans la boîte, les gens te disent « Ah, monsieur Martin, bonjour », tu vois, où tu sens qu'il y a un respect, où tu sens qu'il y a, tu vois, que tu es quelqu'un, entre guillemets, pas important, mais en tous les cas, voilà, voilà, tu as ta place, quoi. Et que tu décides de dire non, responsable commercial, je vais faire ferronnier. C'est genre ferrailleur, tu vois, c'est genre, quoi? Mais pourquoi? Enfin, tout le monde m'a pris pour un fou à ce moment-là, tu vois. Mais pourquoi tu veux faire ça, quoi? T'as une super place. Oui, parce qu'il y a le contexte professionnel, il y a la famille, les amis. Je sais que ça peut surprendre. J'ai eu la chance d'avoir ma femme qui elle avait un père artisan. Donc elle savait que l'artisanat, ça pouvait être viable, si tu veux. C'était pas un coup de folie. Si tu travailles bien dans l'artisanat, forcément, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Elle a cru en moi dès le départ et elle m'a dit putain, mais si tu as vraiment envie de faire ça, fais-le, quoi. Et donc je l'ai fait, grâce aussi à ma femme qui m'a encouragé et qui m'a soutenu. Parce que c'est vrai que passer de un salaire à plus de salaire du tout, passer un temps, tu vois, tu sais pas. Et surtout, si tu me dis que tu avais un poste à responsabilité, j'imagine qu'il y a un certain confort de vie, il y a des choses qui font qu'on peut prendre des habitudes qui vont du jour au lendemain, enfin, on ne pourra plus avoir le même train de vie. Exactement. Et ça doit faire peur. Eh ben, ça fait peur. Ça fait peur. Et au début, moi, je me rappelle très bien que la première, même les 3 premières années, parce que je savais qu'une entreprise, il fallait qu'elle dure 3 ans pour arriver à avoir une vision à peu près stable, pas viable, mais stable en tous les cas de l'entreprise. Et puis à 7 ans, on a une vision déjà un peu plus, voilà, on se dit c'est bon, il a duré 7 ans, il est assez périn, donc ça devrait aller. Mais les 3 premières années, il y a des commerciaux, tu sais, qui viennent te voir quand tu es à ton compte. Mais je leur disais non, là j'ai pas le temps, mon gars. J'ai pas le temps. Soit tu prends rendez-vous, soit tu vois, j'étais à l'atelier très tôt le matin, je faisais mes chantiers. Tu vois, j'étais très organisé. Il fallait vraiment que ça turbine. Il fallait que je prouve au monde que la décision que j'avais prise, elle était viable envers ma famille, envers mes amis, envers moi-même. Tu vois, je voulais que ça marche. Au bout de 3 ans, déjà, tu as un peu plus de recul. Tu vois que tu as des clients, tu as 6 mois de boulot d'avance tout le temps. Que ça tourne bien, tu prends confiance en toi. Au bout de 7 ans, voilà, tu prends le temps quand il y a quelqu'un qui vient de sortir une bouteille, de boire un café, tu vois, tu prends le temps de vivre. Et une fois que tu as passé toutes ces étapes-là, tu as envie d'un nouveau défi. Puis voilà, moi, les contraintes de l'artisanat, c'est Monsieur Martin, quand c'est que vous venez poser ma pergola, Monsieur Martin, vous ne m'avez pas envoyé votre facture, Monsieur Martin, tu vois, puis aller sur les chantiers, tu sais, des fois il fait super froid, tu vas sur les chantiers, t'as oublié un outil, il faut retourner, tu vois, toutes ces contraintes-là me polluaient un petit peu l'esprit. Et puis j'avais fait le tour, tu vois, une fois que t'as fait 50, 100 pergolas, voilà, tu vois, t'as fait le tour de la pergola, le portail c'est pareil, tu vois. Je m'éclatais un petit peu sur les montées d'escalier, mais je veux dire, j'avais l'impression d'avoir fait le tour en 10 ans de mon truc, et la créativité commençait à, tu vois, ça s'épuisait un petit peu, quoi. À quel moment tu t'es dit justement que tu allais faire la bascule? Eh ben, en fait, ce qui est artistique. En fait, c'est venu petit à petit. Chaque année, je faisais la foire de Romans. Donc, tu es de Romans, donc tu connais la foire de Romans. Chez nous, c'est une grande foire. Et chaque année, je commandais, enfin, je louais un stand et je présentais une pergola, une montée d'escalier, une table, tu vois, les objets que je faisais à l'époque. Et tu avais été invité par Michel Vagnoux. Ouais, Michel Vagnoux. Ouais, Michel Vagnoux m'a fait l'honneur de m'inviter la dernière année. Moi, je fais juste une parenthèse, mais au tout début, je commençais à peine, 2013, je crois. Donc des tableaux, je ne m'étais encore pas du tout trouvé et j'avais pas du tout confiance en moi. Et il m'a donné l'opportunité d'exposer gratuitement, enfin il m'a tout de suite donné sa confiance et je le remercie aujourd'hui. J'espère qu'il verra cette vidéo et j'ai trouvé ça super. Enfin j'ai l'impression qu'il est très ouvert vis-à-vis des artistes locaux et moi ça m'avait énormément touché. Et donc oui, pardon, je referme la parenthèse.
Non, mais donc ouais, j'avais un stand, d'ailleurs dans le grand, je crois que ça s'appelle le Grand Palais, une des ailes de cette grande foire. Et donc j'avais mon stand de 9 mètres carrés, donc 3 par 3, et voilà. Et chaque année, l'une des premières années, j'ai mis une petite œuvre d'art. C'est-à-dire que j'avais pris 3 jours, si tu veux, pour faire un petit truc sympa à mettre sur la table. Quand les gens y passaient, ils disaient tiens, ça c'est sympa. Ah, mais il fait aussi des pergolas, justement, on en cherche une, et tu vois, c'était le produit d'appel, tu vois, ma formation commerciale. Mais j'ai trouvé très sympa les 3 jours que j'ai passé à faire ça, quoi. Et puis, beaucoup de retours des gens qui me disaient « Ah, c'est sympa ce que tu fais ». Et puis, la deuxième année, j'ai fait un truc un peu plus important. Et puis, la troisième année, au lieu de 3 jours, ça a été 3 semaines. Et puis, ça a été 1 mois. Et puis, à la fin, donc la dernière année, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. La dernière année, Michel Vagnoux m'a proposé d'avoir un stand à l'entrée de la foire. Donc, 25 mètres carrés, 5, ou même plus, ça faisait 6 par 5, je crois. 30 mètres carrés, couvert. Sur terrasse bois à l'entrée de la foire où j'avais présenté 5 ou 6 œuvres et, gratuitement et tout ça. Donc j'étais donc voilà, et à ce moment-là, c'est l'année juste avant où j'avais décidé, j'avais mon centre de formation aussi, les lois avaient changé, donc j'ai arrêté mon centre de formation. L'artisanat, on venait de finir de payer la maison, donc j'avais moins de contraintes financières. Ma femme travaillait, donc il y avait quand même un matelas, enfin il y avait quand même quelqu'un pour subvenir au cas où ça marche pas. Et on a pris la décision que je passe, j'arrête l'artisanat, j'arrête le centre de formation et je me consacre uniquement à l'artistique. J'ai essayé de faire les deux pendant 6 mois, c'est un peu d'artisanat, un peu d'artistique. J'y arrivais pas parce que quand tu es dans un atelier comme ça où tu as un pergola, un portail sur le côté, une pergolade là-bas et puis tu es obligé de tout pousser parce que tu veux te concentrer sur une œuvre et puis tu as un client qui t'appelle, au fait il faudrait, tu vois, c'était pas possible. Moi il faut que je sois vraiment sain dans mon corps et dans ma tête, tu vois, sans pollution pour arriver à créer. Une fois de plus, tu as fait la bascule alors. Et une fois de plus, j'ai arrêté. Et je me suis dit, de toute façon, au pire, ça marche pas. J'irai dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai toujours des clients pour l'artisanat, j'ai toujours mon atelier, j'ai mes machines. Voilà, je reprendrai une communication sur l'artisanat et puis ça va repartir. J'étais pas en manque de clients, hein, c'est juste que j'avais envie de passer à autre chose, quoi. Et j'ai toujours des clients qui m'appellent aujourd'hui. Ah, vous m'avez fait mon portail il y a 10 ans, est-ce que vous pourriez me faire ma pergola aujourd'hui ? Et du coup, je me demandais, enfin ça me vient comme ça, mais celui qui t'a commandé une pergola ou autre à l'époque, maintenant il te sait artiste, il peut même presque avoir l'impression que ce qu'il t'a acheté est une œuvre d'art finalement. Ouais, parce que ça vient de la patte de l'artiste, quoi. Ouais, alors. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce que je te dis, mais. Non, mais j'ai des clients comme ça qui ont réagi comme ça. Deux trucs qui se sont passés. Une fois, je vais chez des clients parce que leur fils est copain avec le mien, mais à l'époque, voilà, les gamins n'étaient pas nés à l'époque, donc on ne savait pas. Et je leur ai fait c'était un truc pour le mettre au-dessus d'un puits, je crois. Et je me rappelle plus le nom, que ça a un nom spécifique, bref. Et donc je dépose mon fils chez eux. Il me dit on vous suit sur Facebook et tout ça, c'est chouette. Vous ne pourriez pas marquer signer Martix sur ce que vous m'avez fait. Bon, alors, je le fais pas parce que c'est complètement, enfin pour moi ça n'a pas d'intérêt de signer ce qui n'est pas une œuvre d'art. C'était pas du tout dans la même démarche. J'étais artisan, j'ai fait ça, c'était quelque chose d'utile. Non, c'était pas une œuvre d'art, donc non, je l'ai pas signé. Mais c'était pas. Je dis écoutez, si vous voulez vraiment que je le signe, voilà, je peux vous le signer, mais ça vous servira à rien du tout, quoi. Je veux dire, ça sera jamais considéré comme une œuvre d'art. Donc voilà. Donc voilà. Et puis là, récemment, je suis allé aussi manger chez des gens que je connaissais pas, mais bon, par le biais des enfants. Et je rentre chez eux et je vois un tableau avec un cadre. Et le cadre, c'est moi qui l'avais fait. Et je travaillais à l'époque pour un peintre qui voulait avoir des cadres un peu design en métal, avec des découpes spécifiques et tout ça. Et j'avais fait ça. Et j'arrive, mais ce tableau, je l'ai fait il y a plus de 15 ans, si tu veux, ce cadre. Et j'arrive chez eux et paf,
paf, je dis putain, mais c'est moi qui ai fait ça. Et ça, je trouve que faire quelque chose. Et c'est dingue parce que voilà, ça c'est chouette. Ça c'est des petites surprises. Ouais, c'est ça. Première fois que je dis putain, mais c'est moi qui l'ai fait ça. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Mais bon, c'est voilà. Et en plus, à l'époque, je m'appelais même pas Martic, donc tu vois, j'étais plutôt artisan. Mais j'avais ce côté créatif qui faisait en sorte que je travaillais déjà pour les peintres, tu vois. Alors au niveau de ton métier, qu'est-ce que tu utilises, les matériaux, autres, ta spécialité? Moi, j'y connais absolument rien en sculpture. Alors la sculpture, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que c'est de la 3D, pas comme la peinture. Et donc du coup, moi je travaille d'abord en 2D. En fait, j'ai l'idée dans la tête et je travaille donc sur tableau noir. Donc je fais d'abord ma sculpture juste en 2D sur le tableau en mettant les lignes de force, en fait, ce que j'appelle mes lignes de force. Et, enfin, voilà, je fais une silhouette approximative. À ce stade-là, est-ce que tu as quand même une idée vraiment concrète du sujet, de ce que tu vas faire? Ouais. Quand je passe au tableau, c'est déjà que la sculpture, elle est déjà dans ma tête. Elle est déjà en 3D dans ta tête. Elle est déjà en 3D dans ma tête. Elle est déjà en 3D dans ma tête, mais le fait de la mettre sur le tableau, c'est une espèce de... Tu organises ta façon de faire. C'est-à-dire que je dessine, en même temps que je dessine, c'est comme si je passais en accéléré toutes les étapes que j'allais faire après. Tu vois, je vais devoir faire une terre, et après je vais devoir... ça, c'est des morceaux de sculpture. Tu vois, c'est des morceaux de sculpture. Et tu vois, ces morceaux de sculpture... Hop, je les ai découpés. Attends, regarde, je suis sûr qu'on me voit dans la caméra. Tu vois, ça c'est le buste que je suis en train de faire. Donc ça c'est pour il y a une sculpture pour le cancer du sein. Elle va certainement s'appeler Rémission, quelque chose comme ça. C'est sur le cancer du sein pour l'association La lutte contre le cancer. Et donc pour faire cette œuvre-là, si tu veux, donc j'ai bientôt fini là. Quand je dessine sur mon tableau, je sais que si la tête est comme ça, je ne vais pas pouvoir accéder à cette partie-là pour polir, en faire un polymiroir. Donc je sais qu'il va falloir que je découpe la tête pour la mettre de côté, pour pouvoir accéder à cette partie-là. Si je fais les jambes comme ça, je vais pouvoir accéder à tout ça. Si je fais les jambes comme ça, je ne vais pas pouvoir accéder ici. Je ne pourrais pas meuler et je ne pourrais pas à polymiroir ici. D'accord ? Donc je sais qu'il va falloir que je découpe ici pour détacher cet espace-là, pour pouvoir polir ici, pour pouvoir polir. Tout ça, dès que tu dessines, dès que tu fais bon, dans ta tête déjà, tu sais quand il y a des pliures et tout ça que ça va être le bordel. Enfin, c'est pas que le bordel, c'est que c'est des contraintes et il n'y a pas de liberté sans contraintes. Donc tu vas passer au-delà des contraintes pour pouvoir arriver à faire ce que tu as envie de faire. Mais je me suis jamais dit du coup je mets pas de tête, au moins je l'ai pas à l'enlever, tu vois. Non, je sais qu'il y a la contrainte et c'est pas grave. C'est juste comment je fais, c'est ça qui est plaisant en fait. C'est comment je fais pour accéder là sans me faire trop chier, sans arriver à trouver la solution la plus pertinente, la plus rapide, la plus efficiente pour que ça fonctionne et que j'ai un bon résultat. Donc, c'est ça, sur le tableau, en dessinant, je vois toutes les problématiques qui apparaissent. D'accord. Et une fois que j'ai fait ça, je fais ma terre. Donc, je ne sais pas si on la voit sur le plan, elle est juste là. Donc, je fais une terre, donc je modélise ça en 3D. Et une fois que j'ai modélisé ça en 3D, là, des fois, il y a d'autres problématiques qui apparaissent que j'avais peut-être pas vu au départ sur la 2D, parce que tu vois, malgré l'expérience, malgré tout, tu te dis mais en fait là j'avais pas pensé à ça, donc des fois je peux un peu modifier ce que j'ai envie de faire. Et une fois que j'ai fait la terre, et après je prends des petites plaquettes de métal. Donc là j'ai des petites plaquettes d'inox 316L, donc le meilleur inox aujourd'hui que j'ai pu trouver. Parle-nous du nombre d'or du coup. Ah ouais, donc peut-être après. Hein. Non, mais voilà, j'utilise le nombre d'or. Donc le nombre d'or, c'est le nombre qui régit un petit peu. Moi, je crois pas en Dieu, mais il faut bien avouer que objectivement, il y a ce nombre d'or qui existe. Autant, par exemple, dans notre ADN, on retrouve ce nombre d'or dans l'enroulement
l'escalier un petit peu enfin c'est pas un escalier, mais dans l'enroulement de l'ADN, eh ben, on retrouve ce nombre d'or. Et on le retrouve aussi, par exemple, entre la première et la deuxième phalange. Eh ben, le rapport qu'il y a entre la première et la deuxième phalange, c'est le nombre d'or. On retrouve le nombre d'or dans tout notre corps. L'écartement des yeux, le nez, machin, tout ça. Si tu fais un visage parfait avec le nombre d'or, tu verras que le visage, il est waouh. Alors, ce qui fait le charme, justement, c'est le décalage d'un œil par rapport à l'autre et tout ça. Mais si tu veux faire un truc parfait, tu vois, le visage, tu verras que les plus beaux visages, enfin, qu'on considère beaux, en tous les cas, esthétiquement, parce que tout est subjectif, mais ça va se rapprocher, tu vois, des visages des grandes actrices qu'on connaît. Bon, voilà, parce qu'on a un esthétique de 1,618 et ce 1,618, ce nombre d'or, il nous régit, nous, plus tout ce qu'on voit. Et dans la nature, tu vois, la fleur de tournesol, c'est 1,618, la coquille d'escargot, c'est 1,618. Tu vois, t'as du 1,618 de partout. Jusque en astronomie, l'enroulement pas des planètes, mais des galaxies, c'est 1,618 aussi. Tu vois, donc du plus grand au plus petit et de partout, tu as du 1,618. Alors tu dis, bon, ça peut être un hasard, mais quand même, il est quand même vraiment partout sur 1,618. Donc tu dis, putain, s'il y a un truc, si ça tourne autour de ce chiffre-là, ça veut dire que ça a été organisé quelque part. Tu vois, et si c'est organisé, ça veut dire qu'il y a un organisateur quelque part. Ouais. Et donc tu vois, c'est ça qui fait dire que, bon, je crois pas en Dieu, mais il y a quand même quelque chose. Et voilà, je me rapproche à du concret, c'est que ce 1,618, il existe, bref. Du coup, tu l'as appliqué ? Et du coup, j'ai appliqué ce 1,618 dans mon travail. Donc, depuis le début ? Tu fais comme ça ? Non, pas depuis le début. Mais au début, c'est vrai que moi, je l'ai utilisé, par exemple, quand j'étais artisan. Quand tu fais une porte vitrée, tu fais une porte, et le haut de la porte, il est vitré, et le bas, c'est un soubassement. Tu vois, il est plein. Ouais. Où tu t'arrêtes ? Où tu arrêtes la vitre, et où tu arrêtes le plein. Tu vois ? Et ben, tu prends un 618. Voilà, bah, tu prends un 618 et tu es sûr d'être bon. Ah ouais, c'est intéressant. Tu vois, parce que l'œil, il est habitué à ça, et esthétiquement, tu vas tomber bon. Et généralement, moi, quand je fais des sculptures et tout ça, après, je les regarde, et des fois, tu sais, je me dis, ah putain, elle est un peu trop haute ou un peu trop large. T'as un doute ? Tu mesures, un 618, tu dis, ah bah ouais, tu vois, j'avais raison, il faut 3 cm de plus, tu vois, sur la largeur, et ça tombe, et ça va être nickel. On est habitué à voir ce chiffre-là partout. Et quand on le voit, généralement, c'est que c'est harmonieux. Et donc, quand j'ai un doute sur un rapport, tu vois, est-ce que c'est trop gros, trop petit, trop grand, trop large, tout ça. Quand j'ai un doute, je me réfère à ça. Et souvent, je dis pas tout le temps, parce que suivant les formes, suivant les expressions, des fois tu as des mouvements qui justement où on n'est plus dans ce 1,618 parce que justement on est en mouvement, donc si tu veux, tu as une extension d'un bras comme ça, et donc du coup, bon. Mais la plupart du temps, je veux dire à 90%, voilà, tu retombes sur 1,618 et t'es bon, quoi. Donc tu peux faire ça même dans tes tableaux. Oui, j'avais appris j'avais entendu dire qu'effectivement beaucoup utilisaient ça dans la peinture depuis très très longtemps. Le nombre d'or, ouais. Non, mais vous allez voir des vidéos, vous verrez qu'il y a plein de choses. C'est incroyable. Après, qu'est-ce qui fait qu'on aimerait plus ? Enfin, le fait qu'on soit habitué à le voir partout sans s'en rendre compte fait que peut-être, du coup, il va être plus facile pour l'œil de le voir sur une œuvre ou autre parce que ça va être plus harmonieux du fait que tout est régi par ça. Voilà, c'est ça. Je pense que l'esthétique est régie en partie par ça. C'est-à-dire, pourquoi on trouve quelqu'un de beau, pourquoi on trouve quelqu'un de pas beau, sous quels critères ? Enfin, je veux dire, pourquoi il y en a un qu'il y a 95% des gens qui le trouvent beau, et qu'alors qu'à côté, il y a quelqu'un de moins beau. Mais d'où ça vient, ça ? Enfin, je veux dire, c'est quoi qui gère ça ? Enfin, je veux dire, qui on est pour pouvoir juger les gens ? Enfin, je veux dire, ça vient d'où ? Tu vois, sur quoi on se base ? Tu vois, sur quoi on se base ? Tu vois, d'où vient cette esthétique ? Alors, j'ai trouvé une réponse là-dedans. Je dis pas que c'est la réponse, mais en tous les cas, c'est une réponse que je me suis dit, bah, vous voyez, ça doit être en partie grâce à ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'incorporer dans mes sculptures. Et une fois que j'ai mes plaquettes, après, je travaille à l'enclume. Donc j'ai une enclume et je vais taper sur ces plaquettes-là pour leur donner une forme.
Et par exemple, là, si je veux faire la sculpture de cette jambe, eh ben, je vais le positionner là. Et vous voyez, là, c'est bancal. Donc, je vais taper dessus jusqu'à temps que ce soit plus bancal du tout, que ça adhère parfaitement. Et quand je dis parfaitement, il faut vraiment que ça adhère parfaitement, parce que s'il y a ne serait-ce qu'un demi-millimètre de jeu quelque part, ou même un centième de millimètre quelque part, quand je vais mettre celui d'à côté, eh ben, tu vois, ça va pas aller. Et je vais avoir beaucoup de travail de meulage derrière pour récupérer le fait que ce soit pas parfait au départ. Tu peux meuler autant que tu veux, non, parce qu'il y a l'épaisseur. Il y a une épaisseur de 3 mm. Donc une épaisseur de 3 mm, c'est, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, c'est-à-dire que c'est pas trop résistant pour pouvoir y taper dessus, pour pouvoir le modeler, même si c'est très dur, parce que c'est plus dur que l'acier. Et c'est suffisamment épais, si tu veux, pour pouvoir rattraper des défauts. Alors c'est pas des défauts, c'est que on perd de la finesse quand on habille en métal. C'est comme, nous on met un t-shirt, et ben on voit moins nos abdos, nos pecs et tout ça, tu vois, on perd un peu. Et ben quand on habille de métal, c'est encore pire, parce que tu vois, le métal il est super dur. Donc même si on arrive à le sculpter et tout ça, on perd en définition. Donc des fois le dessous des seins ou le creux, tu vois, il va falloir que avec la meuleuse, je vais accentuer ce que j'ai fait au départ pour pouvoir rendre quelque chose de vivant, pour arriver à... Donc je vais enlever de la matière et je sais que j'ai 2 mm, je peux enlever 2 mm. Au-delà, je vais passer derrière et il va falloir que... Tu vois, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je rembourre par derrière, mais bon, tout est possible. Mais... Il y a quand même des solutions. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des solutions, mais il vaut mieux être, dès le départ, il faut être pressé d'aller doucement. C'est ce que je disais à mes étudiants, il faut être pressé d'aller doucement. C'est vraiment, chaque étape est super importante. J'ai appris ça quand je faisais des volutes à la forge. Si tu loupes une seule étape, ta volute à la fin, elle ne sera pas bonne. Donc toutes les étapes que tu as fait, tu pourras jeter ta volute parce que ça ne sera pas bon. Et ben moi, mes sculptures, c'est un peu pareil. Si je loupe une des étapes, ben, je sais que je vais galérer. Des fois, tu peux galérer pendant une semaine parce que tu n'as pas passé 10 minutes de plus au moment de faire cette étape-là, quoi. Donc c'est autant en peinture, tu remets du blanc, tu vois, ça va assez rapidement. Autant en sculpture métal, ça peut être complexe, ça peut vite prendre du temps et voilà. Donc il faut vraiment être. Bon après, on peut découper, refaire, mais. Ça t'est arrivé d'abandonner une pièce justement en cours parce que ça n'allait pas comme tu le voulais et que c'était presque irréversible? Alors, je les mets de côté. Ouais. Tu vois, j'ai des pièces ici dans l'atelier que j'ai mis de côté parce que au début, ça te semble une très bonne idée si tu investis là-dedans, parce que c'est vraiment un investissement quand tu fais une pièce, tu vois, en inox. Déjà que tu vois une pièce celle que je t'ai montrée là, rien que l'inox. T'en as pour presque, je sais pas, plus de 200 € d'inox, plus tout le gaz, t'en as pour 100 € pour faire le truc, le fil, t'en as pour à peu près 100 € aussi, donc ça fait 400, plus après les disques, tu vois, les disques à meuler, t'en passes, j'ai dû en passer une dizaine, donc... plus qu'après des disques à polir, tu vas en passer 4, tu vois, à 20 € le disque, tu vois, ça va vite. Donc, tu vas arriver à la fin, tu auras dépensé presque, je sais pas, 800 €. 800 €. Et après, il y a toutes tes heures qu'il faut. Donc, même je sais que si dans une œuvre d'art, tu dis qu'il faut pas compter les heures, moi, je suis obligé de les prendre en compte, si tu veux. Je suis obligé de les prendre en compte parce que, vu le temps que j'y passe, je pourrais pas, il faut que je le prenne en compte. Sinon, je mange pas, quoi. Moi, mon métier, c'est de l'art, mais il y a beaucoup d'artisanat, si tu veux. C'est meuler, souder, tu vois, assembler, faire du polymiroir et tout ça. Ça, c'est de l'artisanat. L'artistique, c'est toute la créativité avant. C'est toute la créativité que je mets aussi pendant parce que tu vois, je vais pouvoir à la fin, c'est le fait artistique que je vais mettre le bras comme ça, qui va faire que putain, c'est super en mouvement, que la pièce est dynamique et qu'elle va plaire. Quelqu'un qui n'est pas artistique, qui n'a pas cette vision-là, va te poser le truc comme ça et du coup, tu vois, ça va pas marcher, quoi. Donc, mais il y a quand même
un long moment sur le processus de fabrication où c'est de l'artisanat. Et ça, si tu veux, ouais, tu es obligé de prendre en compte le nombre d'heures que tu vas passer, quoi. T'es obligé, quoi. Après, c'est l'impact visuel que va avoir l'œuvre qui va faire son prix. Si l'impact visuel de l'œuvre est très important, c'est-à-dire que tu sens que tu as réussi ton œuvre, tu sens que, enfin, tu le sais même, tu vois que tu as fait ce que tu as voulu, tu as un impact visuel qui est important, que les gens qui voient l'œuvre, autant sur les réseaux qu'en vrai, tu vois, ils ont waouh, tu vois, ils ont ce petit waouh, putain, t'as réussi, tu vois, il y a vraiment un intérêt. Là, ok, là tu te dis, bon ben voilà, j'ai fait tant d'heures, tant de matériaux, un bon impact visuel. Bon bah tu te dis, bon bah voilà, je vais rajouter, on va dire peut-être 10% ou 20% sur le temps passé. Et puis il y a des œuvres où tu vois, ça marche pas, t'arrives pas, c'est laborieux, le temps passé, en fait, tu vois, t'arrives à rien, t'étais pas dans un bon mood pour arriver à faire ce que tu veux. Là, les heures, tu les comptes pas parce que tu dis, mais ça va pas, tu vois, tant pis si j'ai passé beaucoup de temps, mais ça vaut pas de toute façon le temps que j'ai passé, donc voilà, tu prends pas en compte, tu dis, bon ben voilà, cette œuvre-là, ok, j'ai passé du temps, mais visuellement, avec l'impact visuel qu'elle a, elle vaut pas plus que ça, quoi. D'accord. Enfin, c'est comme ça que je réagis. Hein. Après, bon, c'est peut-être pas comme ça, mais bon, j'arrive à vendre 80% de ma production, donc ça veut dire que je suis au niveau des prix. Je suis pas trop mauvais, si tu veux. Je serais meilleur, j'aurais peut-être vendu 100% de ma production, mais j'arrive à vivre de mon art. Donc. Oui, parlons du coup de ton public. Donc bon, tu arrives à vivre de ton activité. Est-ce que un public qui est local, national, international? Alors on va parler avant Covid, parce que le Covid a fait en sorte que ça a chamboulé pas mal de choses. J'avais des galeries sur Londres, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, enfin à Berlin, et en France. Donc j'avais un réseau de galeries qui me vendaient mon travail. Ça s'est fait dans le temps? Ça s'est fait dans le temps. En fait, j'ai procédé au départ. C'est une galerie qui m'a vu sur. Enfin, c'est souvent passé comme ça d'ailleurs. C'est je poste sur Internet, je poste sur Facebook, et souvent ce que je faisais, c'est que je regardais souvent qui likait et qui mettait des commentaires. Et quand j'allais voir les profils, quand c'était une galerie. J'allais voir la galerie, où elle était située, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce que, tu vois, machin. Et si c'était une galerie où le lieu géographique me plaisait, où ce qu'elle faisait me plaisait, et qu'elle avait posté un commentaire sympa ou un like, je me permettais de la contacter. Oui, tu savais du coup que la personne était voilà. déjà sous charme de ce que tu faisais. C'est très malin. Et si moi, je voyais que ce qu'elle faisait me plaisait aussi, il faut que ce soit gagnant-gagnant, quoi. Donc je l'ai contacté. Et puis, généralement, ouais, on fait un essai pendant 6 mois, et puis on voit ce que ça donne, et voilà. Donc, mais on arrivait à en travailler en collaboration. Et il y a pas mal de gens avec qui j'ai travaillé comme ça, par ce biais-là, juste en checkant qui like ou tu vois. Donc c'est une bonne méthode. Voilà, prenez-la, je vous la laisse. Et faut-il encore qu'il y ait des galeries qui viennent liker nos œuvres? Ah mais c'est certain qu'il faut avoir. Tu peux pas le faire la première semaine où tu débutes parce que forcément t'es pas connu. Moi sur Facebook aujourd'hui, mon compte perso il doit être plein, donc c'est 5000 je crois. Et après le compte pro, je sais pas, je dois être à 3 ou 4000. Alors il y a un certain pourcentage où c'est les mêmes, mais il y en a pas mal de nouveaux aussi. Donc c'est pas énorme, mais si tu veux, ça me permet juste de rayonner un peu plus que, enfin voilà, de choper quelques galeries ou des gens qui peuvent m'exposer. Donc voilà, j'aimerais que ce soit plus, mieux et tout ça, mais d'un autre côté, je suis limité aussi parce que mon temps de travail, mon temps de production est long. Et que je peux pas me permettre d'avoir 20 galeries parce que je pourrais pas contenter tout le monde. Et donc il faut toujours jouer entre un bon réseau de distribution, mais il faut que le réseau de production aussi il continue et il soit à la hauteur. Et je suis tout seul
Et c'est ça qui fait que je suis artiste et que voilà. Et j'ai pas envie de faire comme Orlinsky, comme d'autres sculpteurs qui vont faire travailler les gens pour. Ce qui est bien, c'est que ça crée aussi l'exclusivité. Et les galeries, je pense, tu peux être encore plus sollicité par des grandes galeries si tu crées cette rareté, cette exclusivité. Oui, c'est ce que je me disais aussi au départ en me disant, mais voilà, moi je crée des sculptures qui sont vraiment uniques. C'est-à-dire que créer une sculpture en inox ou en acier, chaque millimètre de ces petites plaquettes-là est passé 100 fois dans ma main avant que l'œuvre soit posée sur son socle. Donc l'œuvre que vous achetez, elle est unique de chez unique. Tu vois, c'est les mains de l'artiste a vraiment modelé cette sculpture-là. Un artiste qui fait du modelage et qui passe par un fondeur, donc déjà il y a déjà deux personnes, c'est-à-dire que l'artiste, celui qui a fait le modèle, il y a le fondeur, et après il y a les gens qui travaillent pour le fondeur qui vont fondre la pièce et qui vont faire un bronze ou une fonte d'aluminium, et puis après il y a le gars qui va nettoyer la pièce, et il y a un autre gars qui va faire la patine, voilà. Donc tu vois, ce n'est plus la pièce d'un artiste, c'est la pièce d'une équipe qui a fait une œuvre. Et une fois qu'ils ont fait un moule, ils vont pouvoir faire 12 pièces identiques et ils vont vendre ça comme pièce unique, ce qui est la loi. Et voilà. Donc les acheteurs vont acheter un bronze, certes. Donc le bronze, c'est un matériau très noble, très reconnu, parce que c'est le matériau des musées. Voilà, quand on achète un bronze, c'est bien, quoi. Tu vois. Mais on achète un bronze, on achète un modèle parmi 12 minimum, donc c'est pas un modèle unique. C'est pas un modèle unique, tu vois, c'est un modèle qui a été reproduit 12 fois. Alors, enfin, 4 épreuves d'artistes plus les 8. Alors que les pièces que je fais en inox, donc l'inox inoxydable, donc on va le laisser dehors, nos arrière-petits-enfants seront morts, que la pièce sera toujours là, quoi. Donc ça bouge pas du tout. Ça bouge pas. Il n'y a pas d'oxydation qui va arriver. Donc, si tu veux, c'est inaltérable. Tu le mets dehors, ça bougera pas. Donc moi, j'utilise. En termes de rendu, on n'a pas parlé, mais c'est magnifique. L'avantage de l'inox, c'est que c'est inoxydable, inaltérable, mais en plus, il y a du chrome à l'intérieur, donc tu peux avoir un polymiroir. Et moi, j'adore. Je te parlais de Londres la dernière, quand j'y étais, où je restais, tu vois, pendant un temps infini devant un tableau. Parce que tu as l'impression que le tableau, il te parle. Tu sais, tu as une espèce de communication avec le tableau. Et c'est comme si un peu tu te regardais dans un miroir. Tu sais, tu regardes le tableau, mais tu te regardes toi par rapport au tableau. C'est-à-dire que le tableau, il te parle par rapport à tes expériences, par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu es. C'est ça qui fait la communication. C'est pour ça que le voisin qui va passer à côté, lui, il va passer carrément à côté parce que lui, ça va rien lui faire. Ouais, ça lui parle pas. Ça lui parle pas. Ouais. Lui, l'effet miroir, il va pas l'avoir, si tu veux. Ouais. Tu comprends ? Et moi, sur mes pièces, de pouvoir arriver à avoir un aspect miroir, c'était mettre en avant, si tu veux, cet aspect-là où, ok, la pièce elle te fait quelque chose. Donc tu regardes la pièce et tout ça, et puis tu sais, c'est comme quand tu changes de focus, et au bout d'un moment tu te vois dedans. Mais réellement tu te vois dedans, tu sais. C'est super. Et j'ai trouvé cet effet-là vraiment sympa en fait, de se dire, ouais, cette pièce elle me plaît parce qu'elle me rappelle mon enfance, elle me rappelle ceci, ou tu vois, elle incarne quelque chose de mes valeurs, tout ça. Donc tu vois, c'est vraiment un dialogue que tu prends avec la pièce, et puis tu changes de focus, et en fait tu te vois dedans. Et tu dis, ah ouais. Tu vois, je trouve ça super intéressant. Donc l'inox a vraiment ces propriétés-là qui me permettaient d'évoluer dans mon art. Et puis c'est vraiment une pièce unique de chez unique, quoi. Donc les gens qui achètent mon travail, voilà, ils sont sûrs et certains d'avoir une pièce unique qu'ils ne pourront jamais retrouver ailleurs. Parce que même si je voulais la reproduire, je suis obligé de repasser par toutes les étapes pour en refaire une. Et je te mets au défi de mettre un coup de marteau et de remettre exactement le même coup de marteau au même endroit et tout ça. Et comme tu as à peu près un million de coups de marteau sur chaque œuvre, si tu veux, impossible de faire la même œuvre. Donc voilà pourquoi ces œuvres sont uniques, pourquoi aussi elles ont un coût.
Et alors, pour répondre à ta question du départ, parce que j'ai dévié, mais quels sont mes clients? Donc, je travaille avec des galeries, un peu moins aujourd'hui parce que le Covid en a épuré pas mal. Mais je continue à travailler avec des galeries. Je fais certaines expositions aussi, des fois dans la région, des fois un peu plus loin, ça dépend. Donc, mes clients sont principalement des gens qui vont en galerie. Donc, moi, de tous mes potes que j'avais avant, de ce monde artistique, je leur demandais, mais vous êtes déjà rentré dans une galerie? Non. Je demandais autour de moi, vous êtes déjà rentré dans une galerie? Non. Et voilà, en France, on en est là, quoi. C'est que en France, on n'a pas cette culture de la culture. Et je me bats, et je me bats encore, mais avec les pouvoirs publics, les élus, pour leur dire aujourd'hui, il y a le 1% artistique qui existe. Le 1% artistique, c'est que normalement, sur chaque bâtiment public qui est construit aujourd'hui, il doit y avoir 1% du montant du chantier qui doit être pris et donné à un artiste pour faire une création artistique en rapport avec ce bâtiment, afin qu'il y ait de l'art partout. C'est une loi qui existe depuis 1951 ou 57, je ne me rappelle plus. C'est une loi, c'est marqué, tu vois, c'est la loi des 1% artistiques. Alors ils ont été malins quand ils ont fait ça, c'est qu'ils n'ont pas mis de... Si tu la respectes pas, ben c'est pas grave. Tu vois, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que c'est une loi, elle est là, quoi. D'accord? Mais si on la respecte pas, bah c'est pas grave. Donc moi je leur dis, tu vois, j'ai eu des rendez-vous au département, dans les mairies, j'ai eu des rendez-vous partout. Je dis, voilà ce que je fais. Mon travail, c'est inaltérable, c'est machin, c'est une œuvre que vous avez... Vous serez plus sur le mandat, qu'elle sera encore là et que vos petits-enfants pourront l'admirer aussi. On peut en mettre dans les écoles, on peut en mettre dans les collèges, dans les lycées, on peut en mettre dans les facs, on peut en mettre, tu vois, utiliser le 1% artistique pour mettre de l'art partout, quoi. Pour que dans les petits gamins à la maternelle, tu vois, j'avais fait le Petit Prince, j'ai fait le Petit Prince, je disais, putain, dans une école, ça serait génial de pouvoir mettre ça dans une école. Les gamins, ça les ouvre à l'art. Moi, si quand j'étais gamin, on m'avait ouvert à l'art. C'est à cet âge-là qu'il faut... Exactement. Et ben, ces gamins-là, aujourd'hui, ils iraient dans les galeries. Oui, c'est sûr. Ouais, je pense aussi. Tu vois, parce qu'on on les aurait éduqués tout petits. Mais non. Moi, voilà, le rendez-vous, le dernier mail du département, c'était le 1% artistique n'est plus d'actualité. Ah oui. Le 1% artistique n'est plus d'actualité. Une loi n'est plus d'actualité. Donc moi, je vais recevoir ma fiche d'impôt et je vais leur dire, ah ben désolé, c'est pas d'actualité. Non, mais c'est exactement ça, quoi. On en est là. Donc je suis un peu furieux envers les élus. Ouais, bah, vous allez voir, le 1% artistique. Enfin, les Français n'allaient pas dans les galeries. Bah, si tu remontes un petit peu la file, c'est que tu t'aperçois que ouais, dès le départ, en fait, les enfants ne sont pas éduqués. Et le système éducatif français, aujourd'hui, il y aurait vraiment des choses à revoir. Parce que tu te dis, mais... tu sais, tu dis... puis même les parents, enfin, tout est à revoir, quoi. C'est le contraire. Parce que c'est-à-dire, comme tu le disais, un gamin, il est sans filtre. Il gribouille, il fait des choses. Il arrive justement à être dans cette dimension artistique. On l'en sort rapidement par le cadre, par le système éducatif. La vie, c'est comme ça, tu vas devoir avoir un travail. S'il a le malheur de dire « j'aimerais bien être musicien, artiste, peintre ou autre », on va lui dire « oh là là, bah oui, tu feras ça le mercredi après-midi ». Enfin, et c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Il y a des cours d'art plastique, mais moi, mes souvenirs d'art plastique, j'ai été mauvais parce que je n'arrivais pas forcément à suivre ce qu'on m'imposait. On ne s'intéressait pas justement, on ne donnait pas cette envie, la façon ou la méthode justement de s'épanouir artistiquement, enfin de se lâcher, d'être créatif sans forcément devoir suivre un cadre spécifique et tout. Enfin ouais, je suis d'accord avec toi, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ça changerait toute la donne justement quand ces enfants deviennent adultes. Mais dans le monde de demain, la créativité va être un atout. Moi, j'ai beau croire en l'homme, je vois aujourd'hui notre surconsommation, notre surpopulation et tout ça, donc on vit dans un monde fini en pensant qu'il est infini. Donc forcément, une fois qu'on aura puisé toutes les matières premières dans le sol, une fois qu'on aura bouffé toute la planète, forcément ça va s'arrêter. Donc aujourd'hui, si tu sais utiliser un ordinateur, ben c'est très bien. Demain, si tu n'es pas créatif, tu vas avoir du mal à survivre. Je pense que la créativité va être l'une des choses qui va sauver pas mal de monde.
Donc si on met pas la créativité au goût du jour à l'école, on va passer à côté de beaucoup de choses, quoi. Déjà, il y aura pas de gens pour créer de nouveaux trucs qui vont peut-être nous sauver. Et puis les gens qui vont rester, s'ils sont pas créatifs, c'est les premiers qui vont partir, quoi. Donc c'est pas uniquement de la création artistique que je parle, c'est la création en général. Mais si tu crées artistiquement, t'as ce système de pensée qui va faire que tu es créatif. Moi, j'adore créer dans mon atelier de l'art, mais j'adore faire des trucs pour la maison, faire des portes coulissantes, faire des choses un peu complexes qui me demandent vraiment de la réflexion, où je vais penser autrement, si tu veux. Parce que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est jouissif, c'est de faire travailler ton cerveau pour arriver à trouver des solutions. Et artistiquement, c'est tellement beau de passer dans une ville. D'ailleurs, pourquoi Paris est la plus belle ville du monde? C'est parce qu'il y a des sculptures partout. Parce que c'est fait avec harmonie, c'est fait bien pensé, tu vois, c'est fait avec des gens qui se sont creusés la tête pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit, tu vois, pour qu'il y ait des colonnades, parce que, tu vois, pour qu'il y ait quelque chose, tu vois. Si on retrouve, tu vois, des sculptures, des peintures, des fresques, des choses comme ça, un peu partout dans toutes les villes, parce que elles appliquent le 1% artistique, mais les villes vont attirer des gens. C'est évident. Pourquoi dans les écoles, ça devrait être une obligation qu'il y ait une œuvre d'art dans les écoles. Ça devrait être obligatoire. D'ailleurs, c'est obligatoire, mais ils le font pas. Tu vois, ça c'est un truc de fou, quoi. Donc il y a la dimension artistique, il y a aussi la dimension aussi créative. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, le système éducatif français n'est pas à la hauteur, en tous les cas, de ce qu'on pourrait attendre de lui, quoi. Alors tu vois, dans les pays nordiques, ils ont un système éducatif où justement c'est basé sur la création, quoi. C'est basé sur la création. Les gamins, on leur demande de créer, quoi. Ils sont en avance sur pas mal de choses. Ouais, ils sont en avance sur pas mal de choses, je crois. Il y a mon fils qui va partir 1 an au Danemark, tu vois. Je suis content pour lui, quoi. Ils sont en avance sur beaucoup de choses là-bas, d'un point de vue social, sur plein de points. Ouais, au niveau politique, au niveau plein de choses, quoi. Enfin, je veux dire, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus mieux pensées. Il n'y a pas la lourdeur de plein de choses. Tu vois, les hommes et les femmes politiques, elles prennent le métro, tu vois, elles n'ont pas de chauffeur, tu vois, rien que ça déjà. C'est un truc qui me paraît très normal, quoi. Mais une belle peinture dans une salle de classe, tu vois, c'est une ouverture. Moi, dans les classes, je rêvais souvent, tu vois. Alors, tu regardes par la fenêtre, mais si tu regardes un beau tableau, tu vois, ça peut te faire voyager. Ouais. Bon, moi j'étais en échec scolaire parce que j'arrivais pas à m'intéresser à ce qu'on pouvait me dire, donc je rêvais, j'étais toujours dehors. Donc effectivement, si tu dis s'il y avait une œuvre ou quelque chose, ça serait super. Ça m'aurait beaucoup impacté, je pense, plus jeune, et j'aurais fait certains choix beaucoup plus tôt. Oui, je pense, mais c'est ça qu'il faut. Mais les politiques n'ont pas compris ça. Moi, je suis allé voir ma mairie, ils m'ont dit ah non, mais là on n'a pas de budget cette année, c'est super compliqué. Je pense qu'ils ne considèrent pas ça comme une priorité, et du coup, ça reste toujours en retrait. Ah non, on n'en a pas de budget. Je dis oui, mais vous n'en aurez jamais du budget. Vous n'en aurez jamais du budget. Après, c'est une volonté politique, une volonté de qu'est-ce que vous voulez donner à vos concitoyens, quoi. C'est dommage. Et puis déjà, est-ce que pari sur le long terme, c'est quelque chose. Enfin, c'est vraiment dommage. Ça me fait penser quand même aux sculpteurs connus de notre région qui ont réussi à mettre des œuvres sur des places publiques ou autres. Ouais. Donc, est-ce que tu en connais? Est-ce que oui, j'en connais. Ouais, il y a certains. Ici, à Romans, t'as Tauros. D'accord, mais lui, on a la chance de pouvoir admirer ses œuvres un peu partout. Oui, c'est très très bien. Une forte notoriété. Exactement. Donc déjà, ça c'est bien. Oui, c'est bien. Je pense qu'il faut une notoriété. Mais Tauros a eu le il avait un certain âge, mais plus jeune. Enfin, je sais pas à quel âge il a commencé à vendre dans les mairies et tout ça. Moi, j'ai déjà 50 balais, tu vois. Il va falloir que je me dépêche, tu vois, si je veux faire la même carrière que lui. Mais il avait il était arménien, et je veux dire, la communauté arménienne a un certain, pas pouvoir, mais en tout cas une certaine influence sur la collectivité valentinoise, romanaise, tout ça. Et c'est très bien d'utiliser toi tout ce qui fait que tu es toi pour te faire connaître et tout ça. Et je pense que
il a utilisé ce biais-là pour se faire, pour se faire connaître et pour qu'on reconnaisse son talent. Donc, c'est pas du tout une critique négative que je dis, hein, mais il a utilisé ça et c'est très bien. Moi, moi j'ai pas ce truc-là, j'ai pas de connaissances chez les politiques, j'ai pas de connaissances, je suis pas un gars du showbiz, je suis pas un gars je suis pas dans la jet set pris du coin, donc j'ai pas ce biais-là. Donc voilà, si tu as un biais par lequel rentrer, utilise-le et arrive à faire ça. Je sais que voilà, Tauros, alors sa femme, c'est elle qui s'occupait de sa communication, des ventes et tout ça. Lui, c'était plus l'atelier, et puis sa femme s'occupait. D'ailleurs, je vais la rencontrer à la Foire de Romans, si elle se fait. Je vais la rencontrer, donc je languis de la rencontrer, parce que ça va être sympa. La Foire de Romans, cette année, Oui, alors la Foire de Romans, normalement, oui, normalement, je vais présenter quelques œuvres. Et il y aura une de mes œuvres que je fais pour le cancer du sein, enfin pour l'association contre le cancer, cancer. Et donc j'ai décidé de faire une œuvre contre le cancer, mais sur le thème du cancer. Et cette œuvre-là sera proposée aux enchères. On va faire des enchères sur place. Et moi j'avais participé pour Octobre Rose à la foire. Alors c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est Octobre Rose, ça fait partie d'une des animations du. Parce que là tu vas avoir un stand à toi. Non, en fait, ça sera le stand, ça sera derrière la scène, je crois. Enfin, je reviendrai faire une vidéo à ce moment-là si ça te dit. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et puis il y aura une vente aux enchères de l'œuvre que je fais, en sachant que voilà, tous les bénéfices iront bien sûr pour l'association. On n'en a pas parlé, mais on peut te trouver où, du coup? La Roche de Glun. Alors oui, on peut venir à mon atelier, comme tu viens de le faire. Le mieux, c'est de m'appeler avant, parce que je suis pas, même si je suis très souvent ici, voilà, je suis comme tout le monde. Tu es quand même ouvert au public, mais ce rendez-vous. Ouais, ce rendez-vous, bien sûr, je suis ouvert. Mais même si vous êtes pas, si vous êtes seul ou même jusqu'à 4, je veux dire, vous pouvez venir même à l'improviste, mais c'est juste que vous vous déplacerez pour rien si je suis pas là, quoi. Donc c'est un peu idiot. Mais si je suis là, généralement, vous pouvez venir me voir. Donc je suis à la Roche de Glun. Vous trouvez sur internet, mais le mieux c'est de me passer un petit coup de fil avant, moi je vous guiderai. Et puis après, vous pouvez me trouver bien sûr sur internet avec mon site internet martic-art.com et puis sur Facebook Martic Sculpteur. Là j'ai ma page pro et ma page perso. Vous avez tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo. Voilà, donc j'ai réalisé un peu plus de 100 œuvres maintenant. Et dans 10 ans, tu te vois où? Petite question. Dans 10 ans, tiens, c'est une bonne question, parce que je me la posais quand j'ai commencé. C'est vrai qu'il y a 10 ans, enfin quand j'ai commencé l'artistique, hein, je m'étais donné 5 ans pour pouvoir en vivre. Ouais. Et au bout de 2 ans, j'en vivais, donc c'était très bien. Mais je m'étais dit, dans 10 ans, il faudra que tu aies fait la bascule. En vivre, c'est bien, mais il faudra que tu sois reconnu, ou que tu aies une notoriété. Voilà, que tu aies une bonne notoriété au bout de 10 ans. Donc je ne suis pas encore à 10 ans. Je dois être à 8 ans et demi, là. Donc j'espère que ma notoriété va augmenter, que mes pièces vont plaire de plus en plus, vont toucher un public plus large. Et par le biais de gens comme toi, ça augmente, c'est bien. Et dans 10 ans, j'espère que je serai au sommet. Là, je continue de grimper. Et j'espère que dans 10 ans, j'aurai fait ce que je voulais faire, ce que je veux faire maintenant, si tu veux. J'ai toujours été admiratif des artistes où tu vois une œuvre et tu fais « Putain, l'enculé ». Tu sais, cette œuvre de Banksy là, qui est toute conne, tu vois, c'est rien du tout, tu vois, mais tu vois, c'est l'image, le truc qui fait que putain, il a pensé à ça, quoi. C'est rien, tu vois, c'est un éclair. Qui t'a du respect, et des fois ça se joue sur des toutes petites choses et tu fais waouh, mais. Ouais, voilà, tu sais, ce truc-là où tu te dis, putain, tu vois, c'est bête que ce soit déjà fait parce que j'aurais bien aimé trouver ça, tu vois. Tu vois, ce truc-là. Et moi, les thèmes que je veux aborder demain, donc c'est les thèmes qu'on a dit tout à l'heure, tu vois, c'est l'équilibre entre les hommes et les femmes, c'est la planète, c'est la surconsommation, tu vois, c'est tous ces thèmes-là qui me tiennent à cœur, avec tout l'irrespect que j'ai pour Koons,
Ces pièces sont magnifiques. Je suis allé les voir. Les mecs qui travaillent pour lui sont des super artisans, quoi. Ah, mais du coup, c'est plus vraiment lui. Ah mais non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit avec tout l'irrespect que j'ai pour lui. Ah, l'irrespect, d'accord. Alors, si j'ai un certain respect pour le bonhomme parce que bon, ouais, il est arrivé à faire ça, tu vois. Mais en fait, c'est démesuré quand même. Voilà, c'est 54 millions de dollars pour un chien en ballon. Mais bon, il fallait avoir l'idée, il fallait avoir la communication, il faut avoir. Non, j'ai du respect pour lui pour ça, si tu veux. Maintenant, le fait qu'il a une équipe de 50 ou 100 mecs, tu vois, qui travaillent dans des grands ateliers et qui font ce qu'il a juste dans la tête. Moi, je suis pas venu par ce biais-là. Je suis venu par l'artisanat, par travailler de mes mains, par tu vois, la sueur, par tu vois, je ressemble plus, même si la ressemblance est loin d'être là, mais dans Rodin, où tu vois, qui tape avec son marteau sur la pierre jusqu'à temps d'avoir le truc, tu vois, parfait et tout ça, il va passer du temps à faire ça, tu vois, le laborieux travail de l'artiste, plutôt qu'un mec comme Kunz qui avoir une pensée et puis va mettre tout en branle pour que les autres le fassent. Je viens pas de ce monde-là, je viens de l'artisanat, donc moi j'adore quand je pourrais pas vendre une pièce, si tu veux, qui a été faite par quelqu'un d'autre. Tu vois, je trouve que c'est un manque de respect pour celui qui l'achète, quoi. Mais bon, voilà, aujourd'hui on vit dans ce monde-là, donc voilà, il faut s'y faire. Bon, ben merci beaucoup. Moi, j'ai pris vraiment une grande claque en voyant tes œuvres, ton travail. Enfin, je peux que vous recommander de venir voir. C'est absolument magnifique, non mais vraiment. Après, j'y connais rien en sculpture, mais ça n'a rien à voir. C'est juste le fait de voir on se connecte ou pas, quoi. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Donc, mes amis, je vous remercie de regarder la vidéo. Je vous invite à mettre un petit commentaire pour Martic en dessous de la vidéo, puis bien sûr le pouce levé si ça vous a plu. Et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se faire une autre vidéo très bientôt. Ce sera peut-être pour la foire de Romans. Ouais, bah oui, avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller sur mon site, me mettre mon Facebook, pour me mettre des commentaires aussi. J'en serais ravi. Instagram, Facebook, allez vous abonner, je compte sur vous. Hein. Bon, merci Martic. À très bientôt. Ciao.